Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Az-Zahra, l'émir Abderrahmane III et de l'amour courtois en Andalousie. Et bien entendu, je vais faire des liens avec la période actuelle. La vidéo est structurée en deux parties. La première, je vais vous parler des faits historiques tels qu'elles sont relatées dans différentes sources primaires arabes que je vous cite ici. Et la deuxième partie, je vais élaborer des remarques et des conclusions à partir de ces faits. Et je m'intéresse toujours au thème femmes, hommes et la conception de l'amour. Je vais commencer par une brève présentation de l'émir Abderrahmane III. Il a succédé à son grand-père comme émir Umayyad de Cordoue en 912. À l'époque, le pays était menacé de guerre civile et exposé aux attaques chrétiennes et celles de la dynastie fatimide de l'Afrique. Mais en l'espace de quelques décennies, Abderrahmane III a réussi à unifier l'Andalousie. Il a réussi à faire de l'Andalousie l'une des meilleures nations du monde. Il a étendu son pouvoir sur tout le Maghreb, de Tanger à l'Alger, et il a fait de l'Andalousie également une nation prospère et paisible, si bien qu'en 951, les coffres royaux contenaient la somme, l'immense somme de 20 millions de pièces en or. Donc Abderrahmane III, c'était un homme très compétent, un dirigeant très compétent et un homme puissant. L'homme puissant qui était Abderrahmane III était follement amoureux de Zahra, l'une de ses concubines. Les historiens attestent qu'il ne lui refaisait aucun souhait. D'ailleurs, c'est pour satisfaire le désir de Zahra que la ville Medinat Zahra a été construite. Je ne rentre pas dans les détails, mais il a hérité, Abderrahmane III a hérité d'une grande somme d'argent. Au départ, il s'était dit qu'il va utiliser cet argent-là pour libérer les musulmans qui étaient captifs dans les pays non musulmans. Mais après investigation, il s'est avéré qu'il n'y en avait pas. Alors là, Az-Zahra lui a demandé de construire toute une ville qui allait immortaliser son nom, rien de moins. Donc le projet en lui-même est un projet surhumain et un projet grandiose comme on peut l'imaginer. Mais en tout cas, la ville Az-Zahra a été construite au pied du mont Al-Arouz, qui se trouve comme à peu près à 5 km de la Cordoue actuelle. La construction a duré 25 ans et elle a nécessité le travail quotidien de 10 000 personnes, 5 000 chevaux et des matériaux importés du monde entier. Les historiens considèrent Medinat Zahra comme l'une des merveilles du monde. De nos jours, elle est considérée comme l'un des sites archéologiques le plus important du début de l'islam, mais également comme l'un des sites archéologiques les plus étendus de l'Europe occidentale. Donc voilà les faits. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire de ces faits-là en termes de construit de femmes, genre, sexualité et amour, conception de l'amour. Alors, on peut continuer longtemps, mais j'ai limité mes remarques à 4 remarques. La première, c'est la grande visibilité, la grande présence des concubines dans l'histoire arabo-musulmane. Donc la concubine, la figure de la concubine, c'est en fait une esclave sexuelle. Et cela nous renseigne sur un phénomène très important dans l'histoire arabo-musulmane, qui est l'esclavage des femmes, qui était très répandu à l'époque, très banal et banalisé également. Il était présent dans toutes les cours du Moyen-Orient, au Maghreb et en passant par l'Andalousie certainement. À l'époque,
Un vendeur d'esclaves pouvait acheter des femmes, des esclaves, des hommes aussi, mais des femmes, ici on parle des femmes, sur le marché des esclaves, et investissait dans ce qu'il considérait être sa meilleure marchandise, c'est-à-dire une femme jeune et belle. Et ça reste la même chose de nos jours. Plus une femme est jeune, plus elle est belle, plus c'est considéré du capital. Pour les femmes, on peut l'espérer pour les femmes, mais c'est très limitatif. Mais en tout cas, le vendeur donc lui apprenait à cette femme jeune et belle les arts de la cour, c'est-à-dire le chant, la danse, la poésie, la littérature, des manières raffinées, des manières de marcher, de parler, d'approcher les hommes qui étaient considérées hautement féminines. Donc plus l'esclave avait de talent et de connaissances, et belle et jeune bien entendu, plus le prix demandé sur le marché d'esclaves était grand. En général, ce sont les hommes de la cour, c'est-à-dire des hommes opulents, qui pouvaient s'offrir un tel luxe. Mais l'esclavage des femmes ne se réduit pas aux usages de la cour seulement. N'importe quelle fillette pouvait être kidnappée et être vendue. Elle pouvait être kidnappée à Bassora, par exemple, et être vendue à Damas ou à Marrakech, par exemple. La grande mystique, Rabia al-Adawiya, les historiens nous disent qu'elle était probablement pauvre, probablement orpheline, mais qu'on sait avec certitude qu'elle a été kidnappée et vendue comme esclave avant que son maître ne la libère. Je parle de ce chapitre historique parce qu'il ne retient pas l'attention qu'il mérite auprès des historiens actuels, mais aussi des spécialistes femmes, genre et sexualité. L'esclavage des femmes dans l'histoire arabo-musulmane a eu un impact très important sur le statut défavorable des femmes actuelles. Donc c'est pour ça qu'il faut lui accorder l'attention qu'il mérite. Ce qui m'amène à ma deuxième remarque. La grande historienne, Leila Ahmed, dans son grand livre, que je vous cite ici, fit remarquer, mais à juste titre, que la loi islamique a été créée dans un contexte historique précis. Elle a été élaborée par des juristes, des théologiens qui sont rattachés à la cour, à des cours en fait. Pour rappel, tout le savoir, toutes les connaissances qui étaient produites à l'époque, c'était produit dans un contexte de cours, de hommes, de scientifiques, d'écrivains, de chercheurs, de juristes qui étaient rattachés à des cours, c'est-à-dire des courtisans, qu'on appelle les choses par leur vrai nom. Donc la loi islamique ne fait pas exception. On voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'une loi divine, immuable, etc. Mais en réalité, il s'agit d'une interprétation humaine seulement, et une interprétation masculine, parce que tous les hommes, tous les théologiens, tous les juristes, ils étaient des hommes. Al-Fuqaha, à l'époque, c'était des hommes. Et donc, non seulement c'était des hommes, mais c'était des hommes rattachés à des cours, donc des courtisans. Donc on garde ça à l'esprit. Par ailleurs, Leila Ahmed relève, et toujours à juste titre, que les courtisans, dont les juristes et les fuqaha qui ont élaboré la loi islamique, avaient des concubines. C'était légitime pour eux d'avoir des concubines, mais ça faisait partie de leur privilège, de leur statut social d'avoir des concubines. C'est-à-dire que les seules relations qu'ils avaient avec les femmes étaient des relations de maître à esclave. Pour rappel, les femmes libres n'étaient pas accessibles, ou quand elles le devenaient, c'est par le mariage. Donc elle était l'épouse servile, ou encore la mère qui est idéalisée, la figure de la mère qui est idéalisée et mise sur un piédestal. Mais le vrai échange homme-femme se faisait avec les esclaves sexuels, avec les concubines, et donc des relations de maître à esclave. Ceci explique que les théologiens, qui sont des hommes, qui étaient des hommes, qui étaient aussi des courtisans, la seule relation qu'ils avaient avec des femmes, c'est des relations maître à esclave, et qu'ils ont une idée, une croyance
dans la hiérarchie entre les sexes. Ça explique la prééminence des hommes sur les femmes qui sous-tend toute la loi islamique, que ce soit dans les inégalités dans le mariage, dans le divorce, dans la tutelle des enfants, mais également dans l'héritage, etc. C'est important donc d'étudier ce chapitre historique avec des approches genre et de faire des parallèles avec la période actuelle et le statut défavorable des femmes à la période actuelle. L'autre remarque, et c'est une remarque assez paradoxale, comme le montre l'exemple de Zahra et Abdurrahman III, on voit que certaines concubines, pas toutes, mais certaines, ont réussi à avoir une relation privilégiée avec l'émir, le vizir, le gouverneur, whatever. Mais donc cette relation privilégiée, elle peut être égalitaire, mais des fois, elle inverse les rôles. C'est-à-dire que le gouverneur ou l'homme important était follement amoureux de sa concubine, qu'il ne lui refusait rien, et qu'en fait, la concubine avait un grand pouvoir sur lui. Donc on a une relation amoureuse bien paradoxale, parce qu'elle permet aux femmes de s'exprimer librement, d'atteindre l'égalité, mais dans le contexte, dans le cadre de l'esclavage. Ce qui m'amène à ma dernière remarque sur l'amour courtois cette fois-ci. À l'époque, comme on le voit avec par exemple Abdurrahman et Zahra, les hommes de la cour, des califes au vizir, en passant par les autres courtisans, chantaient haut et fort leur amour pour leur bien-aimé. Donc ils ne se cachaient pas. Parce que être follement amoureux d'une femme n'était pas perçu comme une faiblesse ou comme une tare, comme il l'est de nos jours. Au contraire, c'était vu comme un signe de raffinement, de délicatesse, de sensibilité, qui allait de pair avec la masculinité et même la virilité. Donc il n'y a pas une contradiction entre être un homme et être amoureux d'une femme et le dire tout haut, le clamer dans des poèmes, le dire dans sa cour à tout le monde. D'ailleurs, un tel raffinement explique que l'amour courtois en Andalousie a inspiré les troubadours et les poètes de l'Europe méditerranéenne. L'historien provençal, que je vous cite ici, y a consacré bien des textes et des écrits. En tout cas, c'est différent de nos jours. Et on ne peut que se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé au fil des siècles pour qu'on passe de cet amour courtois, où on refuse rien à sa bien-aimée, on le déclare en public, à de nos jours, où le construit de l'amour indique que l'amour c'est une faiblesse, c'est quelque chose de risible, quelque chose de ridicule, ou encore c'est tout bon pour les bonnes femmes. Des chercheurs et des chercheuses y ont travaillé sur le sujet, je vous les cite ici, j'y ai moi-même consacré quelques pages dans mon livre « Le sexe nié ». Mais en tout cas, la question donc se pose, pourquoi ce recul? Je m'arrête ici pour cette vidéo, mais j'apporterai des réponses dans des vidéos qui suivront sur l'histoire des femmes, les construits des genres et de la sexualité, mais aussi sur l'histoire sociale et politique du Maroc d'hier à aujourd'hui. Je vous invite donc à vous inscrire à ma chaîne YouTube et à bientôt.